Alors, bienvenue dans cette analyse. On va plonger aujourd'hui dans l'œuvre vraiment fascinante de Jesse Arnold qui explore les concepts de la guérison humaine et des traumatismes. Bon, pourquoi parler de ça aujourd'hui? Eh bien parce que comprendre comment on fait face à la tragédie, c'est tout simplement vital. On va décortiquer ensemble des histoires vraies, des moments de rupture totale et surtout des idées qui changent radicalement la façon dont on peut reconstruire sa vie après l'impensable. Et on entre dans le vif du sujet avec une question franchement provocante. Une question qui bouscule complètement notre compréhension de la douleur et de la grâce. Est-ce qu'il est humainement possible de faire la paix avec l'innommable? Comment est-ce qu'on fait pour pardonner l'impardonnable? Ce qui est super intéressant avec l'approche de l'auteur ici, c'est la matière première qu'il utilise. On ne parle pas des théories abstraites ou de grands concepts psychologiques développés dans un bureau, non. Il s'agit de témoignages réels, viscéraux. Ce sont des voix de personnes ordinaires qui ont affronté le pire de l'humanité et qui ont pourtant trouvé une porte de sortie. Ce qui nous amène à notre première partie, le piège de l'amertume. L'œuvre source utilise une image extrêmement forte. C'est littéralement décrit comme un cancer de l'âme. L'amertume, en fait, c'est cette force invisible qui prolifère dans l'ombre. Ça commence par des insomnies, une anxiété de fond, un isolement qui s'installe. Ça corrode la vie de l'intérieur. La souffrance du départ se transforme en un poison toxique qui va contaminer absolument chaque aspect du quotidien. Pour mettre ça en perspective, prenons l'exemple de Jane, qui est documenté dans le texte. Jane s'est retrouvée complètement paralysée, incapable d'exprimer le moindre amour à son propre mari mourant, tout ça à cause d'une montagne de petites rancunes non résolues depuis des années. Et puis il y a Brenda. Brenda est restée bloquée dans une spirale d'autodestruction terrible suite à de graves abus. Le vrai piège psychologique là-dedans, c'est qu'en nourrissant cette haine, elle restait sous l'emprise totale de son agresseur. S'accrocher au ressentiment, au final, c'est céder son propre pouvoir à celui qui nous a fait du mal. Et c'est la transition parfaite vers notre deuxième point, ce n'est pas oublier. Là, il faut être très clair. On sépare visuellement et philosophiquement l'excuse du pardon. L'excuse, c'est balayer un problème sous le tapis ou minimiser ce qui s'est passé. Le pardon, par contre, c'est une toute autre affaire. Ça demande de regarder l'horreur bien en face, d'en reconnaître la gravité absolue, mais de choisir de ne pas riposter. Du coup, le pardon, tel qu'il est défini ici, c'est un choix hyper conscient de cesser de haïr. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la haine ne soulage jamais la victime. C'est une démarche purement personnelle de survie, qui se fait indépendamment des tribunaux ou de la justice pénale. C'est reprendre le contrôle. L'histoire de Gordon Wilson est probablement l'un des exemples les plus bouleversants de ce choix. En 1987, lors d'un attentat à la bombe en Irlande du Nord, sa fille Marie a été tuée. Gordon et sa fille se tenaient la main sous les décombres terrifiants, vivant ensemble les toutes dernières minutes de la jeune femme. Les propres mots de Gordon sont vertigineux de force. Il a dit « Je n'ai ni hostilité ni rancune. La haine ne me rendrait pas ma fille. » Ce choix immédiat, presque irréel de pardonner, ça montre qu'il a compris instantanément qu'une colère aveugle n'allait pas ressusciter son enfant, ni apporter la paix à Belfast. Ce geste a même, historiquement, stoppé certaines représailles locales. On a un autre contexte tout aussi saisissant avec Pierry Thomas. Imaginez, condamné à des années de travaux forcés, d'une violence inouïe, tout ça parce qu'il a été trahi par Angelo, son meilleur ami d'enfance. Pendant des années depuis sa cellule, Pierry a nourri une soif de vengeance et de meurtre absolument phénoménale contre cet ami qu'il avait balancé. Mais le jour où ils se sont recroisés dans la rue, des années plus tard, la haine a juste fondu. Angelo était rongé par la culpabilité, il a supplié, et Pierry lui a accordé sa grâce. Pierry nous laisse avec cette réflexion frappante. La liberté physique ne sert à rien du tout, si notre esprit reste enchaîné par le désir de vengeance. La vraie prison, c'est celle de l'esprit. Passons maintenant à la troisième partie, briser le cycle de la haine. Le texte met en lumière la façon dont la haine se transfère comme un virus. Prenez Jared. C'était un élève noir harcelé par ses camarades blancs à cause de sa couleur de peau. Cette douleur est devenue une colère sourde. Et des années plus tard, dans un environnement totalement inverse, une classe majoritairement noire, Jared a projeté cette colère sur Sean, le seul gamin blanc. C'est tragique. Les victimes finissent inconsciemment par devenir les nouveaux oppresseurs. Et ce cycle n'épargne personne. L'histoire de Joseph Ben Eliezer l'illustre parfaitement, de manière totalement impartiale. Réfugié juif, il a survécu à l'Holocauste en fuyant la Pologne alors qu'il était enfant. Plus tard, devenu jeune adulte, il se retrouve enrôlé dans l'armée israélienne lors d'expulsions de villages palestiniens. Et c'est là, au milieu de l'action militaire, qu'il a eu un choc immense. En expulsant ses familles, il a dit « Je lisais la peur dans leurs regards, une peur qui ne m'était que trop familière ». Il a soudainement réalisé qu'il devenait le miroir de l'oppression qu'il avait lui-même subie face aux uniformes quand il était petit. C'est vertigineux.
C'est la confirmation mathématique de la philosophie de Martin Luther King Jr., qui est d'ailleurs citée dans l'œuvre. Ce n'est pas qu'une belle idée poétique, c'est pragmatique. La haine multiplie la haine. Point barre. La seule chose capable de stopper net cette séquence de destruction, c'est l'acte délibéré et souvent très difficile de l'amour et du pardon. Ce qui nous conduit tout naturellement à notre 4e et dernière partie, la justice et le pardon. C'est là que le dilemme devient vraiment concret. Prenons le cauchemar de Bill Chadwick. Son fils de 21 ans a été tué sur le coup par un chauffard ivre. Du jour au lendemain, sa vie est brisée. Bill a attendu que les systèmes judiciaires fassent son travail, espérant secrètement que la sentence apaiserait sa douleur. Résultat des courses, le conducteur prend seulement 6 mois de prison. Et là, c'est le gouffre. Bill réalise avec une clarté brutale qu'aucune loi humaine ne pourra réparer le vide laissé par son fils. Il le dit lui-même de façon tellement juste, aucune punition ne pourrait jamais mettre les choses à égalité. La paix qu'il cherchait n'allait pas venir d'un juge, elle devait venir de lui-même. Il a dû choisir de pardonner au conducteur, non pas pour l'excuser, mais pour se libérer, lui, de l'obsession de la vengeance. Mais attention, pardonner ne veut pas dire se laisser faire. L'histoire de Roberto Rodriguez le prouve. Ce journaliste a été tabassé à mort par des policiers juste pour avoir pris des photos. Au lieu de se laisser ronger par la haine, il a passé 7 ans à se battre sans relâche devant les tribunaux pour faire respecter ses droits. Les mots de Roberto sont une vraie leçon. Ils prouvent noir sur blanc qu'on peut combattre une injustice systémique et exiger des réparations sans pour autant se laisser empoisonner l'âme. L'action juste n'a pas besoin du carburant de la haine pour aboutir. Pour conclure notre analyse d'aujourd'hui, tout cela nous amène à une question fondamentale. Face aux blessures, à l'injustice ou à la trahison, est-ce que la paix ultime de notre propre cœur vaut ce travail monumental du lâcher-prise ? C'est tout le défi que nous lancent ces histoires hors du commun. Le choix de briser ou non les chaînes nous appartient.